Nous allons donc commencer notre atelier numéro 2 lié à l'inauguration du BRIC. Cet atelier est intitulé « Concevoir un bâtiment en économie circulaire de la théorie à la pratique » et il nous est présenté par l'entreprise Senergy, entreprise experte en durabilité. Donc déjà, merci beaucoup à vous d'être présents pour cet atelier. Aujourd'hui, nous allons commencer par un petit exercice WooClap où vous pourrez interagir avec nous. Puis, c'est Anne-Laure Merckx qui fera sa présentation pour l'entreprise Senergy. Et ensuite, nous aurons un échange avec des questions-réponses et vous avez un chat à la droite de votre écran où vous pouvez écrire toutes vos questions et nous tenterons d'y répondre. Selon vous, outre le réemploi, quelles mesures peuvent être appliquées à la conception de bâtiments dans le cadre d'une économie plus circulaire? Circuit court, prévoir les vies suivantes. Super, merci de participer, hein, c'est chouette de votre part. Bon, bravo à vous. Déjà, c'est pas mal. On passe à la question suivante. À la fin de cet atelier, je m'attends à avoir reçu des informations sûres. Alors, allez-y, ne nous mettez pas trop la pression, mais qu'est-ce que vous attendez de cet atelier? Quels sont les acteurs? Très bien. Ah, ça s'agite un peu. Les outils, les différences, les méthodes, les incitants publics. Ok, donc je vois que nous avons des attentes, c'est super. Ah, ça bouge, hein, il y a le nuage de mots grandit, bravo. Quels sont les fournisseurs? Quels sont les modèles? Ouais. Bonjour, Madame Merckx. Bon, du coup, bienvenue aux personnes qui sont sur Zoom et aux quelques personnes dans le local. Je suis Anne-Laure Merckx et je travaille pour le bureau d'études Senergy en tant que conseillère en construction durable. Et je suis amenée à travailler sur des projets en économie circulaire de deux manières différentes. Donc, d'une part, on travaille chez nous sur des projets en tant que concepteur. Donc dans des équipes de conception avec des architectes, des maîtres d'ouvrage pour élaborer des projets de rénovation et de construction neuve qui intègrent des aspects de durabilité et de circularité. Et puis d'un autre côté, je fais aussi le suivi pour Bruxelles Environnement de ce qu'on appelle les chantiers circulaires. Donc, qui sont des chantiers qui sont lauréats de l'appel à projet Bicircular de Bruxelles et donc qui mettent en œuvre des pratiques d'économie circulaire sur chantier. On a résolu le problème, je commence comme ça et on verra après comment on s'organise. Moi, je n'entends pas les personnes. L'animateur, je ne l'entends pas. Oui, ça va. On verra après. Très bien, merci. Voilà. Donc, il y a l'aspect à la fois concepteur et puis l'aspect suivi de chantier qui alimente les réflexions chez nous, en tout cas au bureau. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter plutôt l'aspect de conception des projets en économie circulaire tels que nous, on le fait pour le moment, parce que c'est quelque chose qui est en train d'évoluer, qui évolue parfois très vite, mais donc comment nous, on aborde la question. Et puis, en ayant quand même derrière tous les aspects de suivi de chantier qu'on peut faire via les appels à projets bicirculaires. Alors, en très bref, juste pour vous situer Senergy, donc moi, je suis responsable du pôle conseil ici de Senergy. On a d'autres piliers aussi. On a un pilier audit énergétique, technique spéciale et gestion de l'énergie, donc tout ce qui est monitoring des installations techniques. Et l'objectif, c'est d'arriver à couvrir toute la durée de vie d'un bâtiment, donc avec la phase conception, la phase projet mise en œuvre, puis la mise en route du bâtiment, la surveillance avec l'aspect monitoring énergétique. Puis après la phase audit et évaluation de la situation des bâtiments existants, et on repart dans une boucle après une rénovation. Donc l'idée, c'est de couvrir la durée de vie du bâtiment avec les différents services qu'on propose. Pour rentrer dans le vif du sujet, il y a trois graphiques que j'aime bien reprendre quand je fais des présentations. C'est ces graphiques-ci. Donc le premier graphique, c'est l'évolution de la population mondiale entre le 18e et le 21e siècle, donc avec une croissance exponentielle que tout le monde connaît. Après, si on ramène le même graphique à l'évolution de la demande en énergie à l'échelle mondiale, on se rend compte que la courbe
population, la croissance de la population s'aplatit un petit peu, mais du coup, la courbe consommation d'énergie monte très très vite. Et puis, si on compare ça encore avec la consommation des matériaux de construction, on se rend compte qu'on est actuellement donc, vraiment dans une explosion de la consommation des matériaux, avec des courbes qui étaient sensiblement identiques au début du XXe siècle. Et puis après, ici, on se rend compte que depuis le milieu du XXe siècle, on est en train d'augmenter vraiment de manière impressionnante la consommation des matériaux. Et donc, voilà, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on trouve un autre moyen de fonctionner, et notamment dans le secteur de la construction, pour éviter d'arriver à un épuisement des ressources naturelles. Alors, dans ce cadre-là, l'économie circulaire offre des solutions intéressantes. Donc, dans le secteur de la construction notamment, on a des concepts d'économie circulaire qui peuvent être mis en œuvre. Donc, sur la gauche, on voit un graphique qui représente la durée de vie d'un matériau. Donc, on a l'extraction de la matière première, la production, la fabrication de matériaux, la distribution, la mise en œuvre sur un projet. Et puis après, l'idée, c'est d'arriver à boucler des boucles plutôt que de faire finir les matériaux en déchets, d'arriver à, par exemple, via une bonne maintenance, faire en sorte que l'élément ou le composant du bâtiment puisse être mis en œuvre, continuer à être mis en œuvre dans le bâtiment, éventuellement envisager le réemploi, donc déconstruire et reconstruire. Et puis après, on peut aussi commencer à remanufacturer les matériaux et les recycler, mais à ce moment-là, on entre dans des boucles qui sont beaucoup plus grandes, avec beaucoup plus d'énergie qui va être utilisée pour arriver à refaire des nouveaux matériaux. On a une perte de valeur intrinsèque des matériaux, la valeur intrinsèque initiale des matériaux. Quand on commence à remanufacturer ou à recycler, on perd une partie de la valeur interne du matériau. Et donc l'idée, c'est d'arriver, en fait, de boucler les boucles les plus courtes possibles. Et du coup, en fait, les thématiques d'économie circulaire qu'on va retrouver appliquées dans le secteur de la construction, on va parler de maintien du bâti, donc favoriser la rénovation, de réemploi, de conception et de construction par strates, pour permettre l'adaptabilité des bâtiments, la démontabilité des parois et leur réversibilité. On va parler de matériaux biosourcés, recyclés, recyclables, de meilleure prévention et meilleure gestion des déchets de chantier, de gestion intégrée de l'équipe de conception et de l'entreprise, de capitalisation de la donnée, de circuit court. Bref, plein de thématiques dans lesquelles on se perd parfois un peu, mais avec un but toujours final qui est allonger la durée de vie des bâtiments et des éléments qui les composent. Et donc, nous, en tant que bureau de conseil et concepteur, en fait, on pense qu'on a un rôle important à jouer là-dedans. Et face à toutes ces thématiques qu'on a vues au slide précédent ici, en fait, pour être honnête, au début, on était un peu perdu, on ne sait pas par où commencer, sur quoi mettre l'accent. Donc, on a essayé de développer un cadre qui nous permet de concevoir des bâtiments en gardant en fait, à l'esprit toutes ces différentes thématiques et en essayant de les intégrer dans les projets. Donc, c'est un outil qu'on a développé, nous, en interne, qui s'appelle le C-Calc, qui est un outil à la fois d'évaluation de la circularité des bâtiments, mais aussi un outil de conception, qui a pour objectif, par rapport à ce que je viens de dire, donc, déterminer les aspects qu'on veut prendre en compte dans un projet en termes d'économie circulaire. Ça permet aussi d'évaluer plutôt quantitativement et qualitativement la circularité des bâtiments. Et ça permet aussi de comparer des bâtiments entre eux, mais aussi différents scénarios de mise en œuvre du principe d'économie circulaire dans les projets. Et donc, on va, par exemple, pouvoir définir différents scénarios en termes de réemploi, en termes d'adaptabilité, qui vont permettre de voir un peu comment le niveau de circularité du projet est impacté et pouvoir faire des choix, en fait, voir sur quoi on va mettre le focus et sur quoi on va concentrer le projet. On ne peut pas tout faire, mais donc ça permet de définir des ambitions et les moyens pour atteindre ces ambitions. Alors, je vais juste parler 2-3 minutes de l'outil, mais après, l'idée, c'est de montrer une application plus concrète. Donc, via cet outil, on va regarder 3 grandes thématiques qui sont le choix des matériaux dans leur ensemble, l'adaptabilité du projet, du bâtiment, et la gestion de projet. Alors, au niveau des matériaux, on va quantifier et qualifier les différents flux qui sont déjà présents sur le projet. Si on parle d'une rénovation, on va identifier en fait quel va être le devenir de ces matériaux présents. Est-ce qu'on va les maintenir sur le site? Est-ce qu'on va les déconstruire pour les réemployer? Est-ce qu'ils seront évacués pour être recyclés, évacués sous forme de déchets, éventuellement de déchets dangereux? On va faire la même chose pour les matériaux qui vont arriver sur le projet. Donc, on va les qualifier. Est-ce que ce sont des matériaux qui sont maintenus? Est-ce que c'est des matériaux de réemploi qui proviennent du site, qui proviennent d'ailleurs?
ou est-ce que ce sont des matériaux neufs. On va aussi regarder l'origine géographique pour essayer de favoriser justement les circuits courts, travailler le plus localement possible. On a un lien avec la base de données Totem au niveau de l'impact environnemental, mais juste un des facteurs qui est l'impact CO2 qui est pris en compte dans l'outil. Et puis, on va évaluer aussi la manière dont les éléments sont assemblés au sein des parois, et donc pour évaluer leur niveau de démontabilité. Puisque voilà, l'idée, c'est qu'on puisse déconstruire un bâtiment dans le futur. Si on commence à faire des liaisons qui sont des liaisons humides qu'on ne sait pas dissocier plus tard, ben, on condamne plus ou moins le matériau à être directement envoyé en déchet après, puisqu'on n'arrivera pas à l'extraire de manière pure, on va dire, ultérieurement. Et puis après, on a aussi un aspect recyclabilité avec les différentes filières. Et en fait, après avoir encodé toutes les quantités de matériaux présentes et leur avoir donné les attributs ou des paramètres d'économie circulaire, on a le graphique qu'on a ici, qui est une sorte de tableau de bord du projet pour les aspects matériaux et qui va permettre aussi d'avoir une meilleure vue sur ce qui se passe, ce qui est envisagé à cet instant-là du projet par rapport aux matériaux. Il va permettre aussi de pouvoir voir où est-ce qu'on a la marge de manœuvre, sur quoi on pourrait agir pour être encore meilleur. Et puis après, c'est la même chose avec l'adaptabilité. Donc, on va regarder comment on a travaillé le cloisonnement intérieur, les techniques, la façade, l'enveloppe du bâtiment, en essayant de dissocier les couches le plus possible pour voir de quelle manière on va pouvoir adapter ce qui a été mis en place au début pour permettre plus de flexibilité, un changement d'affectation éventuellement, et éviter que le bâtiment n'ait qu'une seule vie avec une seule occupation ou une seule affectation, mais permettre qu'il puisse évoluer en fonction des besoins et de l'occupation. De nouveau, on arrive à une sorte de tableau de bord qui permet de quantifier, d'avoir une évaluation, on va dire, un peu plus objective de où sont mis les efforts et où on pourrait encore aller plus loin. Et puis, le dernier point, c'est tout ce qui est gestion de projet. Et donc, on va parler là de la communication, de la transmission des informations entre les acteurs de l'équipe pour qu'il y ait bien une bonne compréhension du projet et éviter, par exemple, qu'au moment de la construction, il y ait des problèmes de coordination, de communication qui font qu'on doit faire et défaire des matériaux qui sont mis en œuvre sur le projet. Et puis après, on va regarder aussi tout ce qui est lié à la récolte des données liées à l'économie circulaire. Donc, ça va être, par exemple, les plans de montage-démontage pour l'utilisation ultérieure des matériaux, l'évaluation du potentiel de réemploi de certains matériaux, pour qu'on arrive à collecter ces informations-là et que les efforts qu'on a fait en phase de conception, finalement, puissent être retrouvés 20 ans, 25 ans après, à partir du moment où on fait des grands changements dans le projet, et que tous ces efforts-là ne soient pas perdus, comme ce qu'on a un peu maintenant avec des inventaires qu'on va faire sur les projets, enfin sur les bâtiments, et on a finalement des informations, là, on ne les a pas à disposition. L'idée, c'est d'apprendre de rebondir là-dessus et de prévoir à l'avance, en fait, de pouvoir rassembler ces informations-là et les mettre à la disposition des futurs utilisateurs, des futurs gestionnaires du bâtiment. De nouveau, on a un résultat qui s'affiche, et puis après, on a un résultat global qui est la moyenne pondérée de ces 3 critères et qui permet de définir le niveau de circularité et l'ambition du projet en termes d'économie circulaire. Et donc, très concrètement, donc ça, c'était la première partie de ma présentation. Après, je vous présente un projet sur lequel on est en train de travailler. Donc, on a commencé le chantier. Donc, c'est un projet dans lequel on a une mission de conception durable et circulaire, en plus des techniques spéciales. C'est le projet Aquafine, qui est situé dans la banlieue d'Anvers, avec donc Aquafine, qui est le maître d'ouvrage, qui est le maître d'ouvrage public, et les architectes qui sont B Architekten. Et donc, le principe du projet ici, c'est ce bâtiment-là est un bâtiment existant qui va être, donc on va garder la structure, on va démonter les façades, on va mettre de nouvelles façades, on va faire une extension ici à l'arrière. Ici, il y a un bâtiment existant qui va être déconstruit et il y a encore un autre bâtiment ici qui va être construit en plus pour accueillir le réfectoire des utilisateurs du bâtiment principal. Et donc, l'idée, c'est d'accueillir là le siège principal, en fait. Alors, dans ce projet-là, ici, j'ai repris une ligne du temps un peu des différentes phases du projet et de la manière dont on peut intervenir, ou dont nous, on envisage d'intervenir sur les projets en termes de conception circulaire. La phase de programmation ici
n'est pas activée parce que c'est une phase dans laquelle nous, on n'intervient pas spécialement en tant que concepteur, mais qui est super importante, on pourra en reparler après, parce qu'elle va avoir un impact en fait sur beaucoup de choses au niveau du maintien des matériaux et des choix qui vont être faits en phase de conception. Et donc, en phase d'avant-projet, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est l'inventaire des matériaux réemployables, définir un plan réemploi. Donc, on va identifier ce qui est déjà présent dans le bâtiment, ce qui va pouvoir être réemployé sur site, hors site. On fait un calcul sécalque de base pour définir à ce moment-là du projet où est-ce qu'on en est en termes d'ambition circulaire et comment est-ce qu'on peut faire évoluer le projet pour aller vers plus d'ambition éventuellement. On peut faire aussi des études d'analyse de cycle de vie, rechercher tout ce qui est modèle économique alternatif. Donc, par exemple, sur le projet d'Aquafin, on a étudié la possibilité d'avoir recours à de l'éclairage Light as a Service, donc de ces systèmes-là, oui. Et puis, la phase suivante, donc dossier d'exécution, soumission et demande de prix. L'idée, c'est de rédiger un cahier de charges qui reflète en fait les ambitions qu'on a en phase de conception au niveau économie circulaire et d'intégrer cette démarche-là dans cette clause, en fait, ces ambitions et la retranscription de ces ambitions dans les cahiers de charges. On va aussi caractériser les données qu'on va avoir besoin en lien avec la circularité. Donc, ça, c'est ce que je disais, rassembler les informations pour permettre plus tard une bonne gestion du bâtiment et des matériaux qu'il compose. On fait aussi, on assiste dans l'analyse des offres. Et puis, en phase de mise en œuvre et chantier, on va suivre les ambitions et la mise en œuvre des mesures circulaires sur le chantier. Et on va suivre ça notamment au travers de l'outil sécalque, justement, qui va permettre qui va évoluer en fait en fonction du projet et qui va nous permettre aussi d'un peu cadrer certaines adaptations qui auraient lieu en cours de chantier, parce que parfois on remplace, c'est souvent on remplace des choses en cours de chantier, puis on ne se rend pas compte forcément de l'impact que ça a sur d'autres thématiques, la thématique sur laquelle on est occupé au moment même, qui peut être thématique incendie, qui peut être plein de choses qui peuvent se passer. Donc l'idée, c'est qu'on puisse suivre aussi au fur et à mesure l'évolution des choix qui se posent en phase chantier et qu'on fasse évoluer alors les calculs. Et donc, sur ce projet-ci, le projet Aquafin, on a fait l'inventaire des matériaux réemployables, on a défini un plan réemploi pour voir ce qu'on allait faire des matériaux qui allaient être construits. On a travaillé aussi avec l'architecte à la partie hiérarchie constructive, donc notamment tout ce qui est démontabilité des façades qui vont être amenées sur la structure existante, l'accessibilité des techniques aussi, pour pouvoir les modifier éventuellement. On a étudié la question de la flexibilité par le zonage des espaces bureaux, des salles de réunion qui peuvent aussi varier un peu dans le temps. On intègre des éléments de réemploi donc, qui sont déconstruits du projet, du bâtiment à côté, notamment des équipements sanitaires qui sont réintégrés dans l'extension en fait, du bâtiment qu'on voit ici au-dessus. Et puis, un autre aspect qui est pour nous aussi de l'économie circulaire, c'est de la récupération de chaleur. Ça, c'est vraiment purement technique, hein, mais c'est de la ryothermie. Donc, on va aller récupérer la chaleur dans les égouts qui passent dans la rue pour alimenter une pompe à chaleur et chauffer et refroidir le bâtiment. Et puis après, en phase de conception aussi, on est resté ouvert aux opportunités de réemploi qu'on pouvait identifier dans le projet. Et ici, on a récupéré un groupe de ventilation en fait, qui a été extrait d'un bâtiment en rénovation dans le centre de Bruxelles. C'est une opportunité qui s'est présentée vraiment là, c'était il y a 2 ans. Et donc, on a été récupérer ce groupe avec... il y a eu des choses qui ont été bien, des choses qui sont passées moins bien. Globalement, il y avait une grande motivation de la part de différents acteurs. On a eu une bonne réactivité du fabricant qui nous a donné plein d'informations sur le groupe en lui-même. Puis on a eu, c'était un chantier en pleine démolition, donc on a eu quand même une certaine flexibilité de la part de l'entreprise de déconstruction et du démolisseur et de l'entrepreneur général qui nous a fourni aussi la grue pour extraire ce groupe. À côté de ça, c'est beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, parfois ça peut s'avérer parfois très compliqué de savoir à qui s'adresser, simplement pour avoir accès au chantier, pour organiser la logistique. Ça peut être très compliqué. Et puis voilà, il y a eu plein d'autres choses qui ont été difficiles, mais finalement, on s'en est sorti. Mais avec quand même quelques points d'attention qu'on estime importants, qui est d'abord pouvoir évaluer l'état du matériel et effectivement évaluer le potentiel de réemploi effectif. Ici, c'est un groupe qui avait 6 ans.
et qui était vraiment en excellent état, qui avait été très bien entretenu et qui correspondait aussi à ce dont on avait besoin sur l'autre projet. La question de la garantie, c'est une question qui revient souvent. La garantie légale ici était passée, mais le fabricant a pu offrir d'autres types de garanties. Donc, il y a des discussions à avoir et peut-être une certaine souplesse aussi par rapport à ces questions de réemploi. Et puis, voilà, au moment du démontage, il fallait protéger les éléments, signaler que le groupe allait être réutilisé et qu'il ne devait pas finir à la poubelle avec le reste de ce qu'il y avait sur cet étage-là, et puis récupérer évidemment tous les accessoires. Et puis en phase d'adjudication, donc on a mis dans le cahier de charge un critère de sélection qui était le critère construction circulaire qu'on a utilisé alors via l'outil C-Calc. Donc on a établi le calcul C-Calc de base du projet avec des choses qui étaient définies et qui étaient effectivement retranscrites dans le cahier de charge de l'architecte. Et puis après, il y avait une possibilité pour les entreprises à ce moment-là qui promettaient un prix d'améliorer le score C-Calc et de recevoir plus de points pour ce critère-là. Et donc, on a établi que voilà, le score de base, c'était 5 points sur 10. Et puis après, on a défini que un niveau vraiment, un bon niveau à atteindre, potentiellement atteignable, réaliste, était 80% par exemple. Et puis, donc, ça, c'était le maximum des points. Et puis, voilà, les entreprises ont joué le jeu, ont fait des adaptations, proposé des améliorations en fait, par rapport au projet en termes de réemploi, en termes d'assemblage aussi des éléments. Et donc, après, on a évalué leurs propositions et on a eu l'occasion aussi d'en discuter oralement avec eux pour voir ce qu'ils avaient proposé et un peu aussi voilà, tester leurs propositions et voir que ce qu'ils avaient proposé était effectivement réaliste et en lien avec ce qu'on attendait. Et là, on a commencé le chantier. Par rapport à la récupération des techniques et même du réemploi en général, on se rend compte que c'est vraiment très important que tout le monde soit bien au courant de ce qui se passe autour du réemploi. On a eu, donc pour le groupe de ventilation, par exemple, il y a des personnes qui ont fait le démontage et qui ont amené le groupe dans l'espace de stockage d'Aquafil, mais ce n'est pas les mêmes personnes qui sont occupées maintenant sur le chantier. Donc, il y a vraiment une communication importante à avoir pour que tout le monde soit bien au courant de ce qui a déjà été discuté, de ce qui a été établi, des accords qui sont conclus et de la manière dont on va procéder effectivement pour la pose et la mise en route, puisqu'on va avoir une assistance de train au moment de la mise en route. Pour le réemploi hors site, on avait des grandes ambitions sur base du bâtiment à déconstruire et puis on se rend compte que voilà, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait intégrées dans le cahier de charge, il y a le planning qui n'est pas tout à fait optimal pour permettre une phase de déconstruction. Donc, finalement, ces ambitions-là sont revues un peu à la baisse, ce qui est dommage et c'est des choses que maintenant, on a intégrées, en tout cas, on fait ça autrement. Maintenant, là, le cahier de charge, il date d'il y a déjà 2 ans. Et puis après, dans le suivi des ambitions, on cherche encore un peu voir comment on définit les rôles des intervenants. Là, on a ce calcul C-Calc qui finalement va être mis à jour par l'entrepreneur régulièrement. Nous, on va faire des coups de son ici et là, mais il y a clairement des décisions qui pourraient être prises en réunion de chantier auxquelles nous, on n'assisterait pas forcément, qui pourraient avoir un impact. Et donc, il y a aussi une manière d'organiser la communication avec l'architecte et avec l'entreprise qui doit être... voilà, qui est en train d'être mise au point. C'est un peu nouveau pour beaucoup de monde, donc on discute de tout ça aussi. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a fait ou ce qu'on peut faire sur les projets. Donc je vais juste revenir sur la phase programmation ici, au début, dans laquelle nous, on n'intervient pas, ou rarement, en tout cas en tant que bureau d'études et de conseil, mais qui est en fait une phase super importante parce que ça va... il y a vraiment une adéquation à trouver entre les besoins et le bâtiment qui est choisi. Si on a un bâtiment à rénover, par exemple, être sûr que ce qu'on va mettre dedans comme fonction correspond au potentiel du bâtiment pour éviter d'assister à des démolitions ou reconstructions qui seraient inutiles, qui auraient juste lieu parce qu'on n'est juste pas dans le bon bâtiment. Voilà. Et donc, et à l'inverse, avec un bâtiment existant, on peut aussi étudier la programmation pour justement faire correspondre ce bâtiment à quelque chose qui correspond à son potentiel d'accueil et de nouveau éviter d'avoir des interventions trop lourdes parce que juste la fonction qui a été implémentée dans un bâtiment existant ne correspond pas à, ce qui était, à la fonction optimale. Voilà. Non, à la base, on est en bureau anversois. Et donc, on travaille en Flandre et à Bruxelles principalement. Et on a des projets en Wallonie. Mais
Oui, donc Aquafin a vraiment, ils ont des ambitions et ils sont assez convaincus de ce qu'ils font et d'être aussi, ils ont pris un peu un rôle d'exemplarité par rapport aussi à ces questions d'économie circulaire. Ils sont signataires du Green Deal, Circulaire Bouwen en Flandre. Les retours d'expérience des entreprises de construction sur les enjeux circulaires, choix des matériaux, modèles constructifs, volonté d'utiliser des produits de réemploi. Je pense que on travaille à différents niveaux en fait. À Bruxelles, on se rend compte qu'il y a notamment, je pense, via l'appel à projet bicirculaire, une grande motivation de la part des entreprises et une volonté de faire évoluer les entreprises vers ces pratiques-là. Dans les autres régions, je pense que les efforts sont peut-être moins coordonnés et donc il y a il y a des efforts qui sont faits, mais qui sont peut-être plus ponctuels. Les retours qu'on a, nous, des chantiers circulaires, c'est que toutes les entreprises qui se sont lancées dans ces aspects-là continuent à le faire, même après le subside, même hors financement de la région. On a des gens qui sont assez convaincus sur les différents chantiers. Et donc, toutes les entreprises qui se sont lancées dans l'aventure continuent. Et il y a de toute taille d'entreprise. Il y a des petits indépendants, il y a des PME, il y a des structures moyennes, des entrepreneurs généraux en général de taille moyenne. Et après, on a des grosses entreprises aussi qui sont des classes 8 qui se lancent là-dedans parce que je pense qu'elles y voient aussi un intérêt sûrement, mais aussi vraiment l'avenir de la construction, je pense. Oui, si on me pose la question ici, je dois répéter. Y a-t-il un surcoût à prévoir pour la mise en œuvre des matériaux de réemploi? Ça dépend. Il y a des matériaux pour lesquels les filières sont très matures, donc on arrive à des coûts similaires. Par contre, il y a plein de facteurs qui peuvent faire que ça va coûter plus cher. L'incertitude par rapport aux matériaux, le fait qu'on n'a pas forcément toutes les informations techniques qui permettent de savoir comment on va pouvoir remettre en œuvre le matériau. Mais globalement, les retours que nous, on a dans les chantiers circulaires, c'est que ça s'équilibre en fait, par rapport à de réemploi par rapport à un produit neuf et à un transfert plutôt de coût entre l'achat, le coût de la matière, du matériau neuf et la mise en œuvre. Donc avec un coût de matériau neuf qui est plus élevé qui peut être plus élevé que du réemploi. Et par contre, la partie mise en œuvre dans les matériaux de réemploi est clairement plus importante parce qu'il y a le travail de déconstruction, il y a aussi la préparation au réemploi, des manipulations, et donc c'est un transfert. Et on voit que les entreprises aussi sont globalement conscientes de ça et voient un intérêt à dépenser moins en achetant des matériaux ou en évacuant des matériaux vers des containers, mais en payant en fait des personnes de leur entreprise à travailler ces matériaux. Ici, donc, quel est le taux de récupération, de réemploi qu'on va avoir sur le bâtiment qui va être démoli, déconstruit à Anvers? Je pense qu'il ne sera pas élevé. Il ne sera pas très élevé. C'est un bâtiment qui date, d'après moi, du début des années 90 et qui n'a clairement pas été construit pour être déconstruit avec des maçonneries collées juste irrécupérables. Ce qui est récupérable, c'est des éléments de finition, notamment tout ce qui est baffle acoustique qui a été récupéré là, des équipements sanitaires. Et je pense même qu'au niveau du sol, si je me souviens bien, il n'y avait pas tellement de finition de sol, donc ça, c'est du béton à casser, quoi. Donc, sur ce bâtiment-là, en fait, et c'est un peu le souci qu'on a maintenant, c'est que les bâtiments qui existent n'ont pas été conçus pour récupérer. Oui, non, effectivement. Enfin, dans l'idéal, le scénario idéal, c'est de maintenir. Hein. Ça reste, je pense, ce qui est vraiment bien. Ici, il n'y avait pas de. Il y a les discussions où il y a eu en amont de OK, on démolit ce bâtiment-là. Mais clairement, maintenant, le taux de réemploi des matériaux de construction, pour le moment, il est de l'ordre de 1 à 2%, ce qui n'est rien du tout. Mais ça va en grandissant. Et il y a l'étude européenne, la FCRBE, qui est menée par notamment Rotor, Bruxelles Environnement. Eux, ils visent à
augmenter de 50% le rayon plat, mais nous, ça veut dire 1,5%, ce qui est un peu, qui peut sembler peu, mais qui en fait représente beaucoup de quantité de matière. Okay. La question c'est, que dit la législation, la réglementation par rapport à la conception des bâtiments actuellement dans une optique de réversibilité? Pour le moment, il n'y a rien. Ce n'est pas obligatoire, mais il y a, en tout cas à Bruxelles, une feuille de route qui a été élaborée par différents acteurs du secteur de la construction avec des jalons qui visent à soutenir et à accélérer en fait la transition vers une économie circulaire. Avec un des premiers jalons, c'est 2030, avec une obligation légale de conception circulaire. Après, on voit ce qu'on met dedans, hein, mais, pour les bâtiments publics, et 2040 pour les bâtiments privés. En France, il y a déjà, il va y avoir pour 2023, je pense, une obligation pour certains bâtiments, certains types de travaux, mais de fournir un plan d'occupation alternative. Et donc, au moment, ça pourrait être une piste qui pourrait être suivie ici aussi. Donc, voilà, au moment de la demande du permis, on doit prouver que le bâtiment a pu être conçu, enfin, a été pensé pour accueillir une autre fonction dans le futur. Ça, ce serait une piste, je pense, ici aussi. Mais voilà, et on est en train de se chercher aussi, l'obligation de faire des inventaires en amont des projets, je crois que c'est quelque chose qui va arriver. Parce que voilà, on peut plus se permettre de démolir n'importe comment. Et il y a aussi dans cette feuille de route, on parle aussi de faire des études de faisabilité pour éviter tout ce qui est démolition-reconstruction, et donc prouver que la démolition-reconstruction est la seule solution possible pour le devenir du site, mais donc éviter qu'on puisse démolir aussi rapidement, aussi facilement que ce qu'on fait maintenant. Parfois, ça va très vite et on se demande s'il y a vraiment une réflexion. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait par rapport à l'étanchéité des bâtiments avec ces systèmes qui ne sont pas des systèmes plafonnés. Après, je ne dis pas que le béton est mort. Hein. Le béton est un matériau très étanche qui sera encore utilisé, et je trouve qu'il y a des alternatives aussi de béton moins impactants au niveau environnemental qui sont en train d'être développés, et je trouve que ça c'est bien. Après, il y a d'autres systèmes, il y a tout ce qui est les films, les membranes pour tout ce qui est étanchéité, qui permettent aussi d'atteindre de bons résultats. Mais alors, c'est en lien évidemment avec les systèmes constructifs qui seront envisagés pour le bâtiment. Et je crois qu'il y a vraiment une réflexion à avoir, parce que c'est super, super intéressant, super important. Quand on choisit les matériaux, effectivement, les compositions de parois, effectivement, de savoir ces questions-là, la question d'isolation, elle est très prenante aussi. Et je pense qu'il y a aussi une évolution qui va... je termine 2 secondes. Une évolution en termes de réglementation PEB qui va devoir aussi prendre de plus en plus en compte l'impact de l'énergie embarquée des matériaux. Parce que maintenant, c'est concentré sur l'utilisation, phase d'utilisation des bâtiments, les consommations énergétiques en phase d'utilisation. C'est clair que l'énergie qu'on met dans l'énergie embarquée via les matériaux est aussi importante. Et va être prise en compte aussi. Voilà. Merci Anne-Laure. Vous m'entendez toujours pas, apparemment. C'est pas grave, je pense que les autres m'entendent. Je vous remercie en tout cas infiniment d'avoir mené de main de maître votre intervention sans m'entendre. Merci à tous d'avoir participé. Merci pour toutes vos questions. Si vous voulez en savoir plus sur l'entreprise Cenergy, vous pouvez les contacter par mail, par téléphone ou sur les réseaux sociaux. Merci encore Anne-Laure d'avoir partagé votre expertise. Si vous voulez visiter le BRIC, c'est possible, il faut remplir un petit formulaire, vous allez sur le site internet de l'EFP, c'est hyper facile. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, c'est hyper bien géré, il y a plein d'actualités. Et puis, je vous remercie infiniment d'avoir participé, d'avoir posé des questions. Et n'hésitez pas à aller suivre les autres ateliers du BRIC en allant sur le site internet de l'EFP où vous trouverez tous les liens. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée et peut-être à tout à l'heure dans les autres ateliers. Merci beaucoup. Maturité.